On poursuit les entrevues avec une auteure originaire de la région, originaire du Lac-Saint-Jean, qui nous présente son premier roman, son premier livre qui s'intitule L'Enfant d'Avril. Alors, il s'agit de Catherine Girard. Bienvenue à l'émission. Merci, Ça, bonjour. ça va bien? Oui, ça va bien. Écoutez, on va débuter avec votre parcours. Oui. Donc, originaire de la région, vous êtes mordu de la littérature depuis quand même très longtemps. Vous avez un grand parcours lié là-dedans, un bac en études littéraires, des expériences professionnelles aussi. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine de la littérature? En fait, j'ai toujours aimé beaucoup lire. Donc, je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Donc, et puis, quand je suis allée au cégep, je suis allée en arts et lettres. Puis, j'ai beaucoup apprécié mon expérience en théâtre, mais encore plus en littérature. Donc, ça m'a donné envie de continuer. En fait, j'avais pas d'autre, c'est un peu pathétique de dire ça, mais j'avais pas d'autre envie professionnelle. J'avais envie de lire, j'avais envie d'analyser des livres, de connaître ce milieu-là plus, aussi le milieu de la philosophie, de la psychanalyse. Donc, je suis allée en littérature, j'ai fait un bac en littérature. Après, j'ai fait une maîtrise en littérature aussi. OK. Oui. OK. Et ce qui vous a amené à l'enseignement de la littérature également. Oui. Donc, si on poursuit dans le parcours littéraire qui nous amène jusqu'au moment où vous décidez d'écrire. Ça a été quoi, enseignement dans des collèges, dans des cégeps? Oui, bien, moi, j'enseigne au cégep de Drummondville depuis plusieurs années. Puis, j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours écrit, mais la plupart du temps, c'était pour moi, c'était pour faire des essais. Ouais. C'était pas très sérieux. Jusqu'à il y a quelques années où j'ai commencé à écrire peut-être de façon plus sérieuse. Puis, je me suis éventuellement retrouvée à écrire ce témoignage-là. OK. Ouais, ouais. Donc, ce qui nous amène à présenter le premier projet littéraire, le premier livre écrit de votre main, mais qui est un livre assez particulier, assez touchant, très émotif, parce qu'il s'agit d'un témoignage autobiographique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte du livre? Oui, bien, ce livre-là, il raconte, c'est l'histoire d'un couple, c'est l'histoire de mon couple, mon conjoint et moi. Un couple, donc, qui se rend compte que le fœtus bon, je vais aller avec moi-même, là, que je portais à cette époque-là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, après les tests de routine qu'on fait à 3 mois, on se rend compte que quelque chose cloche, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on attend jusqu'à environ la 17e semaine pour passer une amniosynthèse pour déterminer ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas. Donc, les médecins pensent que c'est la trisomie, mais ils n'en sont pas certains. Donc, après l'amniosynthèse, ils nous font passer des tests de sang parce qu'on vient tous les deux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, à Sainte-Justine, ils se rendent compte de ça. Et les tests de sang révèlent que mon conjoint et moi, nous portons tous les deux le gène de la tyrosinémie. Et qu'on a une chance sur 4 de l'avoir transmis à notre fœtus. Donc, on teste le fœtus et presque 23 semaines de grossesse, je me rends compte que mon fœtus est atteint de la tyrosinémie. OK. Et concrètement, quand on parle de la tyrosinémie, c'est quoi comme maladie? C'est une maladie du foie. En fait, c'est une maladie qui est un petit peu difficile à expliquer, mais disons que c'est un enzyme qui ne fonctionne pas correctement, qui ne fait pas correctement son travail, qui dégrade la tyrosine, se dégrade pas bien, ce qui fait en sorte que l'enfant ne peut pas manger aucune protéine, ni animale, ni végétale. Donc, la plupart des produits que nous, on mange, même naturels, là, comme les fruits, les légumes, l'enfant ne peut pas les ingérer. Donc, il doit manger des produits fournis par le gouvernement. Et puis, il doit aussi vivre sous un protocole médicamenteux, c'est-à-dire ce protocole NTBC. Donc, c'est un médicament qui, à l'origine, était un herbicide qui est administré longtemps de manière expérimentale sur des jeunes cobayes, là, des jeunes enfants, qui aujourd'hui sont rendus à l'âge de 20 ans parce qu'on a les résultats de cette étude qui a duré un bon moment. Mais à l'époque où moi, on me plaçait, on n'avait aucun résultat, on ne savait pas, il pouvait répondre à aucune de nos questions. Et là, le taux de mortalité infantile était très élevé à ce moment-là également. Bien, ils ne pouvaient pas nous dire, quand on leur a demandé combien de temps notre enfant pouvait vivre, ils ne nous ont pas répondu.
Ils nous ont pas répondu non plus si l'enfant allait souffrir. Ils pouvaient rien nous dire. On pouvait même pas rencontrer une famille dont C'était encore l'enfant... inconnu à ce moment-là comme C'était maladie. inconnu. C'était surtout qu'on a été, à mon sens, que je pense, un peu mal renseignés ou renseignés de façon très légère, très large. Et c'est ça. Puis on a eu 2 jours pour décider. OK. Ouais. Et là, c'est ça, il a fallu prendre la décision à 23 semaines si on le garde ou si on le garde pas. Vous avez décidé de ne pas le garder finalement. Comment ça s'est pris, cette décision-là? Comment ça s'est vécu? Ça a été une décision extrêmement difficile à prendre parce que, d'abord, on n'était pas préparé à prendre cette décision. Lorsqu'on était allé le vendredi à Sainte-Justine pour qu'ils nous expliquent comment ça fonctionnait, cette maladie et tout, on nous a aussi proposé tout de suite l'alternative de l'avortement. On nous a dit, vous avez 2 jours pour choisir entre les deux. Puis on nous a expliqué de façon très générale comment ça allait se produire. Donc, et puis, ça s'est passé, mon conjoint et moi, pendant cette fin de semaine-là, on a réfléchi chacun de notre côté. Puis moi, je me retrouvais devant une impossibilité incroyable parce que j'avais vécu pratiquement toute ma vie avec un enfant malade, puisque mon frère est né avec une malformation rénale qui a fait en sorte qu'il y a eu il y a eu des opérations, il y a eu beaucoup de traitements expérimentaux. On ne savait jamais combien de temps il allait vivre, s'il allait s'en sortir. Puis dès son adolescence, ses reins ne suffisaient plus à la tâche. Ouais. Et ça s'est soldé par une greffe de rein. Donc, je lui ai donné un rein lorsqu'il avait 17 ans. Puis ça encore, c'était une méthode expérimentale. Ça a bien fonctionné, mais aujourd'hui, il prend encore beaucoup de médicaments, puis il y a plusieurs problèmes connexes reliés à tout ça. Donc, j'avais l'impression d'avoir déjà donné, puis j'avais vu ma mère aussi dans toute cette expérience-là. Puis moi, j'avais quasiment 10 ans quand mon frère est né, donc je l'ai vécu. Puis j'étais pas capable de me figurer que j'allais revivre ça. Ouais. Puis que mon enfant puis revivre vivant... exponentiellement parlant, là, parce que dans le cas de cette maladie-là, les conséquences sont encore plus grandes, j'imagine. Peuvent être grandes. S'ils ne sont pas suivis de façon très, très rigoureuse, ça pourrait. Ouais. Ça pourrait. Mais c'est ça, là. Alors, j'ai trouvé ça difficile. Au final, j'étais très anxieuse. J'étais difficilement fonctionnelle. Puis mon conjoint, lui, bien, il s'est rendu compte que lui non plus, ça l'intéressait moyennement. Il ne voulait pas. Mais on ne voulait pas non plus avorter. Donc, c'était vraiment... finalement, on a opté pour l'avortement sans savoir vers quoi ça s'en allait, là. Comment ça allait se passer. Et comment ça s'est déroulé à partir de là? Bien... Ouais, encore une fois, ça a été difficile parce que quelques jours plus tard, on s'est retrouvés à Sainte-Justine. Puis là, on a eu un choix, un dilemme assez impossible à résoudre, au sens où on nous a demandé comment on voulait que notre bébé meure. Est-ce qu'on voulait qu'il meure dans notre ventre, dans mon ventre, pas dans mon ventre avec une injection, ou bien si on voulait qu'il décède à l'air libre. Puis ça pouvait prendre du temps avant que l'enfant décède, puis le voir souffrir, puis tout ça. Fait que moi, les deux m'horripilaient, les 2 choix. J'ai fini par opter pour l'injection d'un poison, là, parce que je ne pouvais pas m'imaginer regarder mon enfant souffrir puis attendre qu'il... Mais ça a été difficile. À ce moment-là, on est passé à un cheveu de quitter Sainte-Justine. Deux décisions extrêmement difficiles qu'on souhaite à aucun parent. C'est quand même incroyable de devoir vivre ça pendant aussi peu de temps. Ouais. Comment on vit avec ces choix-là par après, moralement? Comment on s'en sort de cette épreuve-là? Mettons que, vu que la procédure était difficile, ça s'est passé sur 12 heures. Puis l'injection aussi, c'était très dur. Le bébé bougeait beaucoup. Moi, j'arrêtais plus de pleurer. En tout cas, ça a été vraiment, je dirais, traumatisant, entre guillemets. Donc, après ça, moi, je suis tombée dans la culpabilité. Puis j'ai vécu un choc post-traumatique. Je revivais en boucle tout le temps les événements. J'avais beaucoup de peine à surmonter cette épreuve-là. Mais au fil du temps, j'ai fini par la surmonter là, à l'aide de mes proches, puis d'un soutien psychologique. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est qu'à l'automne suivant, mon conjoint et moi, on a décidé d'avoir un autre enfant et de l'avoir de façon naturelle. Donc, on s'est dit, peu importe ce qui arrive, cette fois-là, cet enfant-là, on va l'accepter, on va miser sur la vie.
parce que j'étais pas capable de me pardonner ce qui s'était produit. Puis je me disais, là, je vais retenter la chance, puis si Dieu le veut, là, entre guillemets, là, bien, il arrivera ce qui arrivera. Puis la petite fille que j'ai eue était en pleine santé. Donc, un beau bébé Oui, qui sert de baume à la douleur, à la souffrance que ça avait engendré. oui. Le livre, c'est un témoignage, c'est ton histoire, c'est le parcours, c'est cette aventure, ces décisions difficiles-là, horribles à prendre pour des parents, c'est exceptionnel. Est-ce que ça a servi de thérapie d'écrire ce livre-là, de raconter ton histoire? Oui, je pense que dans un sens, oui, parce que après 3 ans, là, quand ma petite fille a eu 2 ans et demi, 3 ans, j'ai ressenti, c'est revenu en force, là, les images, parce que tout à coup, j'avais du temps pour moi, puis je réalisais que mon deuil n'était pas fini, que je l'avais un peu mis de côté. Puis j'ai réalisé aussi que tout le monde autour de moi faisait comme si ce n'était jamais arrivé, que, tu sais, que tout ça avait été enterré, même mes proches, mais par la force des choses. Là. Pour pas tourner le couteau dans la plaie Ouais. non plus. Fait que j'ai voulu donner une seconde vie à mon enfant en écrivant ça pour moi. Premièrement, je l'ai écrit que pour moi. Puis je l'ai fait lire à d'autres personnes, puis quelques personnes qui m'ont dit « Ah, mais tu sais, c'est bien, tu devrais peut-être essayer de le faire publier, ça pourrait aider à te libérer, mais aussi à détruire certains tabous qui sont vraiment très, très forts dans notre société. » Oui, absolument. Et d'ailleurs, parlant de tabous qui sont forts et de gens qui veulent les briser, il y a une préface signée de Pierre Lavoie. Oui. Pierre Lavoie, dont on connaît très bien dans la région, encore plus à l'abbé du Grand Défi Pierre Lavoie. On sait qu'il a perdu 2 enfants de l'acidose lactique, une autre maladie héréditaire de la région. En effet. Comment on fait avec ça? Ça doit être tout un soulagement d'avoir... comment je dirais ça, un appui de Pierre Lavoie, d'être soutenu par une telle personnalité. Ouais. Ça devait être tout un honneur. Est-ce que c'est toi qui l'as approché pour signer la préface? Oui, j'étais très contente que Pierre Lavoie accepte. C'est pas moi qui l'ai approché, c'est mon éditeur. Puis c'est avéré que Pierre Lavoie connaissait bien mon beau-père parce qu'il a travaillé longtemps avec lui. Donc tout de suite, il y a un petit lien familial qui s'est créé. Donc voilà, il a accepté de faire ma préface après avoir lu mon livre. Puis oui, j'étais super contente parce que ça donne une certaine, disons, crédibilité à l'ouvrage. Absolument. Ouais. Donc, qui vient rajouter justement beaucoup à l'œuvre. Ça s'est publié également aux éditions JCL, maison d'édition de la région. Tu es originaire de la région. Est-ce qu'on doit faire un lien? Ou... oui, c'est certain. À un moment donné, j'ai eu le choix entre 2 maisons et puis d'édition. Et j'ai opté tout de suite pour JCL, d'abord parce qu'il y a une approche qui est très humaine. Et en tout cas, j'ai eu une expérience magnifique avec eux. Puis aussi parce que justement, je viens d'ici, les maladies héréditaires sont d'ici, ils proviennent de la population d'ici. Donc, ça m'importait beaucoup que mon message, en guillemets, se rende au bon endroit. Et il y a un certain prestige aussi chez JCL. Donc, ça garantit que le livre que je tiens entre les mains, c'est un ouvrage à lire, un livre à découvrir. Donc, qui s'adresse à tout le monde. Là. Vraiment, on vient sensibiliser, on vient informer, on brise des tabous. On touche à quelque chose de très sensible, de très émotif, mais il faut le faire, il faut en parler parce que c'est une réalité, puis surtout dans la région. C'est une réalité qui fait vivre des épreuves difficiles à des parents, à des enfants également. Donc, écoute, j'ai envie de dire chapeau pour ce projet-là, félicitations. Mais encore là, ça a dû être une épreuve difficile quand même de revivre ça, de le mettre par écrit. Même si ça a été une thérapie, ça a dû faire remonter beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs douloureux. Oui, c'est surtout lorsque j'ai passé les 4 mois intenses à retravailler là, mon manuscrit pour qu'il soit vraiment plus près de la réalité, le plus près possible de la réalité. Mais je gardais toujours en tête que mon but, c'était de sensibiliser la population en même temps là, aux maladies héréditaires qui sont présentes, puisque, par exemple, moi, j'avais jamais entendu parler de la tyrosinémie avant que ça m'arrive. Là. J'ai 38 ans. C'est vrai que je suis partie de la région depuis 20 ans, mais c'est ça, il y a quand même toute une couche de population qui n'ont pas vécu avec les efforts de sensibilisation, de la CORAM et tout ça. Donc, je trouvais ça important. Fait qu'en gardant ça à l'esprit, ça m'a aidé à poursuivre mon projet.
Donc, un beau projet, L'Enfant d'Avril, à découvrir, un livre à mettre la main dessus. Est-ce que c'est un premier livre ou c'était seulement un cas ponctuel? Là, on voulait raconter notre histoire ou il y aura d'autres projets à surveiller? Je peux pas anticiper vraiment par rapport au futur, là, mais je pense, là, présentement, je suis sur un projet de roman, donc oui, donc probablement, peut-être un jour, on va revoir mon nom sur une page couverture. Donc là, on se lance plus dans la fiction, une histoire, une histoire inventée, peut-être même inspirée de ton vécu. Mais pour l'instant, on se concentre sur L'Enfant d'Avril, un livre à découvrir. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous partager ton histoire, de venir nous présenter ce livre-là. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite, puis en espérant un jour se rencontrer à nouveau pour un prochain livre. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.